tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir ou alternatifs de Smart Patrimoine. Nous reviendrons sur l'interview de Rémi Serrier, directeur général de PatriWine, qui revenait il y a quelques semaines sur le plateau de Smart Patrimoine sur le potentiel des millésimes de fin septembre 2022, avant d'enchaîner avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la transition énergétique des PME accompagnées par des fonds de capital investissement, ce qui nous amènera à évoquer le sujet du nouveau rôle des fonds de capital investissement en tant qu'actionnaires pour aider ces PME à se transformer. Nous en parlerons avec Claire Chabrier, présidente de France Invest, mais aussi avec Louis Gaudron, président d'Argos. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion. Nous allons évoquer le sujet de l'investissement dans le vin. Rémi Serrier était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines, directeur général de PatriWine. Il évoquait avec nous le potentiel des millésimes de fin septembre 2022. Écoutez. Un très beau millésime qui s'annonce. Donc si on peut faire un petit parallèle avec mon intervention de l'année dernière sur le millésime 2021, on a des conditions qui sont plus du tout les mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des conditions sur le millésime 2021 qui étaient très aléatoires. On a eu des épisodes de gel. Bien sûr. On a eu pas mal de pluie qui a entraîné pas mal de mildiou sur les vignobles. Mais les châteaux ont réussi à s'adapter et à vaincre ça pour arriver à faire quand même un millésime de très grande qualité. Là, on parle de 2021 ou 2021. D'accord. 2021. Et le millésime 2022 qui s'annonce. Alors là, on a un millésime de 2022 qui a battu tous les records. C'est-à-dire qu'en termes de vendanges, déjà, on a des vendanges très précoces. Donc, c'est-à-dire qu'on a vendangé aux alentours du 1er septembre, alors que l'année dernière, on était plutôt à fin septembre. Et en termes on a battu également de records en termes de sécheresse, en termes de chaleur, ce qui a entraîné derrière des productions de petites baies avec beaucoup de concentration cette année. Et derrière, on a par contre des quantités qui sont très limitées parce qu'il y a eu un manque de pluie. Donc on a des petites baies par contre qui sont très concentrées et on a un poids de la baie qui est d'environ 15 à 30% de moins que l'année dernière. Donc ça veut dire que les sécheresses qu'on a connues cet été, en fait, n'ont pas remis en cause les récoltes de vin au moment des vendanges en 2022, mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'il y en a moins, c'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas eu de pluie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des toutes petites baies, mais par contre très concentrées grâce à la chaleur qu'il y a eu, le soleil. Mais par contre, derrière, on a des baies qui sont très concentrées, donc une qualité qui va être vraiment exceptionnelle cette année. Et donc, ce millésime-là a déjà très bonne presse auprès de toutes les propriétés qui ont vendangé tout ça. Et on s'attend vraiment à quelque chose d'assez sympa. Ouais. Une question quand même pour ceux qui nous écoutent, ça arrive qu'en septembre on dise que le millésime en question est à très mauvaise presse déjà ou est porteur de... très mauvaise presse, non, parce que maintenant les propriétés arrivent à s'adapter et mettent tous les moyens pour arriver à faire quelque chose. En fait, c'est juste la quantité qui va se jouer, principalement. Ouais. Soit on va avoir des volumes qui vont être beaucoup moins, comme ce qui va arriver comme cette année 2022. Ouais. D'accord. Mais souvent, quand même, les châteaux arrivent à s'adapter aux conditions. La vigne également a une mémoire, c'est-à-dire qu'elle va rechercher ce qu'elle a déjà vécu auparavant et elle arrive quand même à s'adapter par rapport aux conditions qu'on peut avoir extrêmes d'une année à l'autre. Des quantités réduites, ça veut dire qu'on pourra moins acheter de millésimes 2022, ça veut dire qu'automatiquement on s'attend à une hausse des cours des vins d'investissement ? Tout simplement, si la quantité est moindre, c'est-à-dire que oui, il y aura moins de vins disponibles. Les cours, on le saura. On ne le sait pas encore là. Au moment de la sortie primeur, au mois d'avril, c'est là où les châteaux imposent le prix. Donc non, il se peut qu'ils puissent s'aligner sur le millésime antérieur. Ça, c'est eux qui décident, mais ça, en termes de prix,
on ne peut pas avoir encore d'informations. D'accord, même si on sait qu'il y aura évidemment moins d'offres que certaines années auparavant, ce n'est pas pour autant qu'on peut déjà définir quel sera le niveau de prix du millésime 2022. Non, on le saura vraiment au mois d'avril, même si on peut avoir une orientation par rapport à ce qui s'est passé, mais on le saura vraiment au moment de la sortie des primeurs. Bon, ça nous amène à revenir un petit peu sur cet investissement dans le vin, puisqu'effectivement, on peut acheter du vin pour le boire, mais on peut aussi investir dans le vin comme un produit financier, pour le coup, même si ça reste ce qu'on appelle un investissement alternatif ou passion. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Moi, j'ai parlé du prix en lien avec les vendanges, mais vous dites que le lien n'est pas forcément automatique. Comment on investit dans le vin et qu'est-ce qu'il faut regarder spécifiquement? Alors déjà, on peut faire un petit comparatif sur 3 indices. Donc on a le Livex 100 qui est la référence en termes d'indice de vin, donc qui représente les 100 vins les plus recherchés sur le marché. D'accord, on en a créé un indice financier. Voilà, tout à fait. D'accord, ouais. Avec le CAC 40 par exemple et le DAX, l'indice allemand. Donc on peut s'apercevoir que sur les 5 dernières années, on a quand même une augmentation sur le Livex 100 de l'ordre de 35,8%. Alors que le CAC 40 a progressé de 8 et le DAX a perdu moins 5%. D'accord. Perdu 5%. Donc le marché du vin se comporte plutôt bien ces dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation avec d'autres actifs financiers, il vit indépendamment des actifs boursiers par exemple. Exactement. Ouais. Donc après, comment on investit concrètement? C'est-à-dire que nous... Et alors, avant d'aller sur comment on investit concrètement, est-ce qu'il y a un effet de vase communicant? Alors, ça vaut pour le vin comme pour d'autres investissements passion. Est-ce que, je ne sais pas, lorsque les marchés financiers se portent bien, on va moins vers des investissements passion comme le vin, et quand ils se portent mal, on revient plus vers des investissements passion, ou c'est juste que les deux vivent leur vie de manière totalement indépendante? Non, les deux vivent vraiment, c'est de manière vraiment indépendante. D'accord. Donc, c'est vraiment une valeur refuge. C'est un produit qui fait partie intégrante de la culture française. On mise vraiment là-dessus et vraiment, qui ne rêve pas d'avoir dans sa cave des grands crus de Bordeaux. Donc vraiment, c'est vraiment un placement également plaisir. Mais ce qui est vraiment décorrélé des marchés financiers. Alors, je vous dites qu'il ne rêve pas d'avoir dans sa cave des grands crus. Est-ce que ça veut dire que quand on investit dans le vin, on les stocke dans sa cave, par exemple? Alors l'idéal non, c'est bien évidemment pour l'investissement dans le vin, on peut faire ce genre de choses si on a des conditions de stockage optimales, mais derrière pour investir dans du vin, déjà en termes de sécurité, il faut faire appel à regarder si la société dans laquelle on va investir, la note d'information est bien enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment une donnée très importante pour pas aller n'importe où et pas faire n'importe quoi. Il y a une liste, effectivement d'investissements en biens divers qui est disponible sur le site de l'AMF. Il y a une liste blanche, exactement, et une liste noire qui est présente. Il vaut mieux choisir la liste blanche, c'est ça? Et donc vérifier effectivement qu'on fait appel à un intermédiaire qui montre pas de blanche vis-à-vis de l'AMF en matière d'investissement, parce que les risques, c'est quoi? C'est d'acheter du mauvais vin? Les risques, c'est dans un premier temps, c'est de ne pas avoir les vins. Il y a tellement de trafic, on peut voir ce qui se passe sur le net, qu'on peut tomber sur des vins qui sont non livrés, ou les vins d'accord, etc. D'accord, on peut faire face à des arnaques traditionnelles. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus et bien consulter cette liste blanche pour faire appel à des sociétés qui sont bien, où la note d'information est enregistrée auprès de l'AMF. Donc ensuite, on ne le stocke pas forcément soi-même, mais plutôt on fait appel à des acteurs spécialisés. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux le revendre, j'imagine, c'est ça? Ça permet de mieux le revendre. Alors déjà, il y a une traçabilité qui est garantie, c'est-à-dire que toutes les caisses proviennent directement des propriétés. D'accord. Elles n'ont pas véhiculé sur différents endroits, et donc elles proviennent vraiment directement des propriétés. Et ensuite, les caisses sont stockées dans des conditions optimales, c'est-à-dire des entrepôts ultra sécurisés, avec des conditions de température optimales, des capteurs d'hygrométrie qui sont tous les 2 mètres pour bien vérifier le taux d'humidité. Et tout cet ensemble-là est très important pour la revente, parce que un vin qui va être racheté par la suite, s'il n'a pas été conservé dans des conditions optimales, le prix ne va pas être le même. Mais alors, petite question un peu provocatrice, si on parle d'un vin d'investissement, personne ne le boit, pourquoi est-ce que c'est aussi important de bien le conserver? Parce que au final, le but final, c'est que le vin soit bu. D'accord, oui, c'est ça. Le but final, on n'investit pas ad vitam aeternam sur le vin, il y a un moment où on boit la bouteille quand même. Et c'est ce qui fait le but de l'investissement, c'est que c'est au moment où la rareté s'installe. C'est-à-dire que plus un vin va être consommé,
plus la rareté va s'installer, plus les prix vont augmenter. Et là, il est bien là le rôle de l'investissement dans le vin. Donc c'est très important parce que le but final, il est quand même pour une consommation. Alors, quand les primeurs arriveront, on aura un prix pour ce millésime 2022. Est-ce qu'il y a des facteurs qui vont jouer sur ce prix? Vous disiez que la quantité récoltée pouvait être un facteur, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a des facteurs qui font influer quand même le prix d'un vin? Le facteur principal, mais sur du long terme, c'est bien sûr, comme je viens de parler, c'est la rareté. Ensuite, on a différents critères qui rentrent en jeu. On peut avoir les notations, pardon. C'est-à-dire qu'un vin va être, je prends l'exemple de Château Pape Clément 2009, qui avait été redégusté 4-5 ans après la sortie primeur, et il avait été noté 100 sur 100. Et dès le lendemain, on a pu se rendre compte qu'il y avait un impact directement sur le prix. D'accord. C'est un critère qui rentre en ligne de compte, qui est quand même très important. Ensuite, on a la notion de classement aussi. On a le classement au mois de septembre, là, qui est le nouveau classement de Saint-Émilion, qui sort tous les 10 ans. Et donc là aussi, on a des châteaux qui vont monter de gamme. Je prends l'exemple du château Figeac, dont on a beaucoup parlé cette année, en Saint-Émilion, donc qui est passé premier grand cru classé A. D'accord. Et donc qui a atteint l'élite pour rejoindre le château Pavie. Donc ils sont deux tout en haut de la liste, château Pavie et château Figeac. Et donc là aussi, même si on a des informations au préalable comme quoi ce sont des vins qui vont grimper, mais ça peut également avoir un impact sur le prix. D'accord, donc tout n'est pas figé. En fait, les grands châteaux ne sont pas ceux qui se vendent forcément le plus cher. Ça peut évoluer en fonction du vin en lui-même et des années, pour le coup. Exactement. On a tous ces aspects-là font qu'il y a des variations qui se font, mais l'investissement en primeur reste quand même une valeur entre guillemets sûre. On a des variations qui se font et des rentabilités qui sont assez constantes chaque année. Alors pas peu importe les millésimes, mais sur des millésimes un peu moyens, on arrive à quand même des rentabilités qui sont quand même sympas. Et sur des grands millésimes qu'on a pu faire 2018, 2019, 2020 et 2022 qui arrivent, on s'annonce à des rentabilités assez importantes. Voilà, c'était Rémi Serrier, directeur général de PatriWine. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la transition énergétique des PME et au rôle des fonds de capital investissement dans l'accompagnement de cette transition. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Chabrier, présidente de France Invest. Bonjour Claire Chabrier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également de recevoir Louis Gaudron, président d'Argos. Bonjour Louis Gaudron. Bonjour Nicolas. Vous avez notamment mis en place une stratégie climat dont on reparlera dans quelques instants. Juste avant, on va essayer de poser un petit peu le contexte avec vous, Claire Chabrier. Le rôle d'un fonds de capital investissement, c'est de financer l'activité d'une entreprise, l'activité économique d'une entreprise. Mais les entreprises ne sont pas exemptes de transition énergétique, elles aussi, pour faire face au contexte actuel et pour réfléchir à l'avenir. Est-ce que les fonds de capital investissement doivent eux aussi intégrer ces nouvelles normes dans le choix des entreprises ou dans l'accompagnement des entreprises ? Alors, déjà, peut-être pour rappeler en 2 mots, donc France Invest, c'est l'association qui représente l'ensemble des acteurs du capital investissement et de la dette privée. Donc, on a un peu plus de 400 adhérents qui accompagnent 7400 start-up, PME et ETI en France. Donc, des entreprises de toute taille, mais plutôt des petites entreprises. Donc, notre métier en tant qu'actionnaire professionnel, c'est de financer ces entreprises, de financer leur développement, mais aussi de les accompagner dans leur transformation. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de transformation digitale, bien sûr, oui. De les aider à grandir aussi, à financer et à se développer. Aujourd'hui, et je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui, on les accompagne, et c'est majeur justement dans leur stratégie de transition environnementale et de décarbonation. Et puis tout ça, on le fait dans du temps long, puisqu'on est actionnaire d'entreprise pendant des durées moyennes de 5 à 7 ans, ce qui nous permet justement d'accompagner ces transformations. Et il est vrai, depuis, je dirais, plus de 12 mois, que c'est un enjeu qui accélère. Alors, pour plusieurs raisons. Des enjeux qui sont des enjeux réglementaires, d'une part. Bien sûr. Et puis aussi des enjeux d'opportunités business, en fait, pour les entreprises, et de transformation de notre écosystème en général. D'opportunités business ou de risque business pour les entreprises ? Les deux ? Les deux.
à la fois d'opportunités business, parce qu'aujourd'hui, pour une PME, on sait que dans la chaîne de valeur, quand on a un client grand donneur d'ordre, que ce client il est déjà en route sur ce sujet de décarbonation et qui va demander à son fournisseur PME de montrer les efforts qu'il est en train de faire, Bien sûr, lui-même, donc l'intégrer par exemple dans son bilan carbone, Scope 3. Et donc, ça va être nécessaire de plus en plus si on veut continuer à traiter avec ce type de clients. Oui, c'est ça. Parce que ça peut être un risque, effectivement, de perdre des clients. Les grosses entreprises, aujourd'hui, quand elles calculent leur bilan carbone, elles calculent également celui des PME ou des partenaires qui travaillent avec l'entreprise. Et là, le jour où le grand donneur d'ordre demande effectivement des comptes, entre guillemets, la PME doit être prête à montrer qu'elle a fait les efforts nécessaires pour justement correspondre à la stratégie du grand groupe. Exactement. Et si un client a le choix entre 3 ou 4 PME, dont celle qui est sur ce chemin, en fait, qui est sur son chemin de transformation et qui est capable de démontrer qu'elle est en train de se décarboner, évidemment, ce sera celle qui sera choisie par ce grand client donneur d'ordre. Donc il y a effectivement un sujet opportunité pour celles qui ont commencé à actionner un peu le chemin, mais un sujet risque pour lorsque ça n'est pas pris en compte dans sa stratégie. Louis Gaudron, donc vous êtes président d'Argos. Argos a lancé une stratégie climat sur le sujet, donc ça veut dire que dans les choix d'investissement que vous faites dans les sociétés, il y a maintenant cette variable supplémentaire qui est décarbonation ou transition énergétique ? Alors, effectivement, en parallèle de la stratégie qu'on a depuis 30 ans, où on transforme des PME, des ETI pour créer de la valeur, on a cette nouvelle stratégie dans laquelle la transformation va comporter un volet très important autour de la décarbonation. D'accord. Le point de départ, c'est quoi ? C'est que les PME et les ETI représentent à peu près la moitié de l'économie européenne et représentent 63% des émissions. Donc quand on pense à la décarbonation de l'économie, on a l'impression qu'en allant décarboner quelques aciéries et quelques cimenteries, on aura fait le boulot. Pas du tout. La grande partie du boulot, en Europe, elle est à faire auprès d'entreprises de petite et de moyenne taille qui sont, Claire l'a très bien exprimé, désormais sous pression et vont l'être de plus en plus. Quelle que soit l'activité ? Dans la quasi-totalité des activités, parce que toute leur chaîne de valeur, exactement pour la raison exposée par Claire Chabrier à l'instant, est en train de mettre la pression pour que cela arrive. Et que les consommateurs, pour ceux qui vendent aux consommateurs finaux, vous, Claire, moi et ceux qui nous écoutent, de plus en plus, on intègre dans nos décisions d'achat non pas seulement le prix et la qualité des produits et des services, Bien on sûr, intègre aussi quel est l'impact environnemental. Oui, c'est vrai. On a mentionné le grand donneur d'ordre, mais ça vaut aussi pour le client particulier qui va se poser la question entre tel ou tel produit et la façon dont il a été conçu. Absolument. Absolument, et donc les entreprises doivent commencer à s'engager sur ce terrain-là. Et alors le rôle de l'actionnaire, du fonds de capital investissement, parce que ça effectivement là c'est de la stratégie d'entreprise, est-ce que ça change le rôle de l'actionnaire du fonds de capital investissement au sein de la PME ? Alors ça ne change pas tellement le rôle, puisque quand on fait nos métiers, on a des rôles très proactifs d'accompagnement des équipes de management pour les aider à faire progresser les entreprises et plus vite que leur marché d'une certaine manière. C'est ça notre vocation. Les rendements du capital investissement, c'est simplement que nos participations vont plus vite que leurs concurrents dans leur marché grâce au soutien qu'on leur apporte. Et on va faire la même chose sur les sujets environnementaux. Ce que ça exige de plus, c'est une expertise supplémentaire, puisqu'on est sur des sujets qui sont à la fois sur le plan réglementaire, sur le plan scientifique et sur le plan de ce qu'il faut faire concrètement dans une entreprise, Bien sûr, ouais. qui sont compliqués. Et la démarche qu'on a retenue, nous, c'est de dire... Bien entendu, les entreprises vont devoir y aller, vont devoir se mettre en branle pour réduire leur impact carbone et leur impact environnemental en général. Quand vous dites, c'est important, vous dites vont devoir y aller, ça veut dire que globalement, aujourd'hui, on est face à un tissu économique qui, même s'ils ont intégré les enjeux, n'ont peut-être pas encore totalement fait toutes les démarches pour aller vers un peu moins d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple ? Dans le cadre des grandes entreprises, ça y est, elles sont mobilisées, elles ont compris qu'il y avait des enjeux, elles y vont avec plus ou moins de bonne volonté, mais elles savent qu'elles doivent faire quelque chose. Au niveau des PME, il y a eu une étude qui a été faite par la Commission européenne il y a quelques mois qui montrait que 73% des patrons de PME n'ont rien commencé. D'accord. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont même pas d'empreinte carbone, ils ne savent pas comment faire, ils savent qu'il faut faire quelque chose, leurs clients leur disent au téléphone, le soir ils rentrent à la maison, ils se font engueuler par leurs enfants parce qu'ils ne font rien, donc ils savent qu'il faut faire quelque chose. Mais que faire ? Et ce qui est intéressant dans ces sujets-là, c'est que les 10, 15, 20 premiers % de décarbonation ne sont pas trop compliqués à obtenir
Et un certain nombre d'entreprises va y arriver facilement. C'est réduire le chauffage, mieux gérer dans la sobriété les dépenses énergétiques. Ça, c'est relativement facile et c'est même rentable. Donc tout le monde va y aller. Le plus compliqué, ça va être ce qui vient après. Et c'est pour ça que là, l'expertise est très importante parce qu'il va falloir changer des process industriels, changer des manières d'opérer dans les entreprises. Et il va falloir donc des accompagnateurs, ce que nous sommes, qui viennent non seulement apporter de l'argent, mais apporter beaucoup d'expertise et exporter la volonté d'en faire le cœur de la stratégie des entreprises. Alors, on va revenir peut-être sur ce qu'il faut faire, mais juste avant, Claire Chabrier, effectivement, vous nous disiez 73% des patrons de PME qui n'ont pas encore commencé. Est-ce que l'opportunité ou le risque, effectivement, peu importe la façon dont on voit effectivement cette pièce, mais est-ce que c'est bien compris par le dirigeant d'entreprise ou la dirigeante d'entreprise, dans un moment où on peut se poser des questions sur la croissance économique en zone euro pour les années à venir, dans un moment où l'énergie coûte plus cher. Alors effectivement, peut-être que ça peut pousser certains à changer un petit peu de mode de consommation, mais est-ce qu'on arrive à faire comprendre un sujet de transition qui est du long terme avec un enjeu business de bilan à la fin de l'année qui est du très court terme pour le coup? Alors, si vous m'aviez posé la même question il y a 12 mois, je vous aurais dit, bon, c'est encore un peu compliqué. Ouais. Mais 12 mois plus tard, donc aujourd'hui, je pense que la réponse est oui, c'est bien compris par les entrepreneurs parce que, comme le disait Louis, c'est un enjeu à 360 degrés. C'est un enjeu réglementaire, c'est un enjeu de financement pour une entreprise, c'est un enjeu pour ses clients, comme on l'a dit, c'est un enjeu de recrutement aussi. Pour ses salariés. Bien sûr, je crois que l'entrepreneur n'a plus le choix aujourd'hui. Et quand vous dites réglementaire, financement, ça veut dire qu'on peut se retrouver hors des clous réglementairement et ne plus pouvoir exercer son activité ou ne plus pouvoir trouver de financement parce qu'on n'a pas justement entamé cette transition? Alors, aujourd'hui, oui, de plus en plus. Et je pense que dans quelques années, on voit bien que les entreprises vont devoir... Il va y avoir de plus en plus de reporting. Les investisseurs que nous sommes aussi... nous avons de plus en plus de contraintes de suivi de reporting. Bien sûr, oui, complètement. Vont en avoir. Et donc, une entreprise qui ne va pas qui ne prend pas, je dirais, à bras-le-corps ce sujet de décarbonation, oui, je suis persuadée qu'elle ne se financera plus dans quelques années. D'accord. Donc, okay. c'est un véritable enjeu. Après, je voudrais juste quand même qu'on reste très pragmatique. Nous, on n'est pas en train de dire aujourd'hui, il n'y a pas de bons ou mauvais élèves. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'interdire de regarder certains secteurs parce qu'ils sont plus émetteurs. En revanche, le mauvais élève, ça serait celui, justement, l'entreprise ou l'entrepreneur qui ne se met pas en chemin. D'accord. Ne se met pas sur la route de la décarbonation, puisque, en fait, nous, on reste très concret. C'est de dire, déjà, quand on est dans une PME, on n'a pas souvent de responsable RSE, donc une personne qui est vraiment en charge. Donc, il faut déjà trouver quelqu'un dans l'entreprise qui va être prêt à prendre ce sujet à bras-le-corps. Après, il y a un sujet de gouvernance aussi, d'aligner les intérêts des dirigeants, y compris financiers, sur de parties, par exemple, de variables sur ces enjeux ESG. Donc, ça fait partie de notre travail. De poser un diagnostic. Parce qu'il faut savoir d'où on part, il faut mesurer d'où on part. Donc c'est le fameux bilan carbone dont vous parlez. Exactement. Et puis en plus, et ensuite de dessiner une feuille de route et de la suivre de façon très pragmatique, année après année. Et encore une fois, le problème, je pense, pour un entrepreneur de ne pas se financer demain, c'est celui qui veut rien faire et qui reste figé et qui ne se met pas en mouvement. Oui, Louis Gaudreau, mais j'allais peut-être, avant de compléter, vous poser la question, et qui va compléter aussi ce que nous disait Claire Chabrier, c'est que c'est des gros investissements de se transformer en temps ou en argent, pour le coup? Alors peut-être Louis Gaudreau puis Claire Chabrier, je vais que vous vouliez réagir également. Oui, alors en fait, la transformation, ça va être des transformations par étapes, puisqu'on est dans des horizons à 2030 puis 2050. Et dans chaque secteur et dans chaque entreprise, ce sont des plans qui vont se dérouler progressivement, même pas sur 3 ans, mais sur 20 ans, 30 ans. Mais il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder parce que d'abord, sur le plan concurrentiel, on prend du retard. Sur le plan climatique, on voit où on en est avec seulement 0,4 degrés d'augmentation, seulement entre guillemets, bien entendu, depuis 20 ans. On a vu comment le climat a changé dans nos pays en 20 ans. Donc il faut faire quelque chose, il faut commencer tout de suite. Ensuite, je voudrais rebondir sur ce que disait Claire à l'instant. Effectivement, il n'y a pas de bon ou de mauvais secteur. Enfin, notre économie, dans 15 ans, elle ne sera pas constituée que de start-up de technologie verte et d'exploitants d'éoliennes. On va continuer à avoir besoin de crayons, de lunettes, de papier, de tables. Et donc, il va falloir que toutes les industries s'engagent là-dedans. Et donc, dans chaque industrie, il y a des opportunités pour les intervenants, pour les industriels et les opérateurs de ces industries pour faire le job. Et si elles le font mieux que les autres, d'ailleurs, probablement gagner des parts de marché en allant d'avance.
qui est la vocation du fonds qu'on a lancé. C'est pas du tout d'aller faire de la technologie verte, c'est pas du tout d'aller... C'est pas d'aller chercher les nouveaux entrants, mais c'est d'accompagner l'intégralité des écosystèmes. C'est toutes ces entreprises qui aujourd'hui font à nouveau 63% des émissions, donc c'est considérable, d'aller en aider un certain nombre à devenir très vite très bonnes dans cette décarbonation qu'il faut absolument mener. Claire Chabrier, vous vouliez réagir sur le côté, est-ce que ça prend beaucoup de temps ou est-ce que ça nécessite beaucoup d'investissements supplémentaires d'engager cette transition? Oui. Parce qu'on réfléchit comme ça quand on est chef d'entreprise à un moment, c'est combien ça va me coûter et oui, ça prend du temps et du financement. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des fonds propres nous aussi pour accompagner ça. Et qu'en plus, on est ce qu'on dit du capital transformation. Donc on a à la fois du temps, des moyens financiers et puis ce savoir-faire de transformation. Donc oui, effectivement, je crois que vous aviez abordé ce point-là tout à l'heure, on est dans un moment complexe pour un entrepreneur par rapport à la situation macroéconomique. Bien sûr. Où il faut faire en permanence des arbitrages entre des sujets court terme d'investissement, une augmentation du prix de l'énergie, et puis des investissements qui sont des investissements de plus long terme. Ça fait aussi partie de notre rôle d'accompagner les entrepreneurs à arbitrer dans ces moments complexes. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, parce que dans ces moments-là, où on voit les prix de l'énergie qui ont formidablement augmenté, ça accélère, et je pense à l'industrie, dans certains secteurs, ça accélère aussi des plans de décarbonation, parce qu'on se rend compte qu'un investissement qui aurait peut-être mis 6 années, sur lequel il aurait fallu attendre 6 années pour avoir bien sûr, un résultat, retour, un ROI, et bien là, on va le faire en 2 ans. Parce qu'on a besoin de ce ROI. Parce qu'on se rend compte que quand on compare au coût de l'énergie, tel ou tel investissement, récupérer de la chaleur fatale, par exemple, dans un équipement industriel, eh bien, ça va nous permettre d'économiser financièrement. Ça va être un investissement beaucoup plus intéressant aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est qu'il y a 6 mois ou 1 an. Donc finalement, cet environnement va probablement faire aussi accélérer les investissements de décarbonation dans les entreprises. Pour finir, Louis Gaudron, si j'ai écouté cette émission en tant que dirigeant d'entreprise et que effectivement j'ai conscience qu'il faut que je commence effectivement à me mettre en mouvement ou en chemin, comme vous nous le disiez, Claire Chabrier, est-ce que la première étape c'est forcément d'agir sur l'énergie par exemple, et ça vaut pour toutes les PME françaises, ou ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise en question? Alors, si on pouvait donner quelques conseils effectivement à nos auditeurs, le premier c'est d'essayer, c'est pas très compliqué, de faire un bilan carbone de l'entreprise. Ça coûte quelques milliers d'euros. Ça prend quelques mois, ça demande un peu de travail puisqu'il faut ressortir les consommations en kilowattheure, etc. Mais c'est pas non plus insurmontable. Et c'est rentable. C'est-à-dire que ça serait surprenant qu'à l'issue de votre bilan carbone, qui est toujours accompagné de conseils par les gens qui établissent les bilans, vous ne trouviez pas à portée de main plus que les quelques milliers d'euros que ça vous aura coûté en économie à faire dans l'année qui vient. Et ça, c'est essentiel. La deuxième chose, pour faire écho à ce que disait Claire Chabrier tout à l'heure, renseignez-vous sur ce que c'est que la CSRD. Donc, pardonnez-moi pour cet acronyme, mais c'est une réglementation qui va s'imposer à toutes les entreprises à horizon 2025-26, qui va mettre en œuvre des obligations de reporting. Et donc, chaque entreprise en Europe devra faire un reporting environnemental. Donc, n'attendez pas 2024 pour vous renseigner sur la CSRD. Et la troisième suggestion que je ferai à chacun, parce que c'est très intéressant, c'est quand même de se plonger dans les rapports du GIEC. Alors on dit les rapports du GIEC, c'est 1600 pages, c'est incompréhensible, etc. C'est pas vrai. Il faut aller prendre le rapport du GIEC qui est disponible sur Internet, c'est très facile, c'est sur le site ipcc.ch si vous voulez. Prenez celui de novembre 2021 qui vous donne, et prenez juste le rapport pour les policy makers, ça fait 50 pages. Ça vous donne l'état du climat. Et on finira là-dessus. Ouais. Et ça vous donne les tendances, et c'est très instructif pour se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup Louis Gaudron, président d'Argos. Merci Claire Chabrier, présidente de France Invest, d'être venue sur ce plateau nous expliquer effectivement comment les PME peuvent actionner leur transition énergétique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart et Patrimoine.